Je raconte ma vie de douanier, les péripéties d'une vie professionnelle qui m'a apporté énormément de satisfaction, certes, qui m'a aidé à devenir, comme je le dis, dans l'homme que je suis aujourd'hui, mais qui évoque aussi les difficultés que j'ai eu à rencontrer dans une administration qui, dès le premier jour, m'a déclaré la guerre, du premier donc jusqu'au dernier jour. Mais en fait, c'est pour moi, en racontant cette histoire-là, dans un livre, je sais que c'est l'histoire de beaucoup de fonctionnaires, je ne parle pas seulement des douaniers, mais beaucoup de fonctionnaires qui, comme moi, ont vécu des injustices, ont vécu des stigmatisations, sans qu'ils sachent réellement d'où ça vient. Oui, alors moi j'ai lu dans le livre que vous avez quand même fait beaucoup de petits boulots avant d'atterrir dans ce domaine qui est de la douane, hein, par l'entremise d'un ami qui vous a poussé à aller faire l'examen. Vous avez fait tout un parcours pour devenir douanier avec toutes les difficultés que vous avez connues. Vous racontez votre vie et vous dites que ce livre est un bréviaire pour les jeunes. Oui, en fait, j'ai... dans ma vie, de tous les jours, tout jeune, je ne sais pas pour quelle raison, et jusqu'à présent, je ne sais pas, personne ne m'a jamais, comme par exemple on est là, on partage quelque chose. On va donner à tout le monde sauf à moi. Bizarrement. Pourquoi? Non, je ne sais pas, je n'ai jamais su. Et vous avez été têtu, vous n'avez pas suivi... Du tout. J'étais un garçon adorable, j'avais une famille très adorable que je salue au passage. J'étais éduqué par... un cousin et une cousine qui sont mes véritables parents, vraiment. Et personne ne savait pas pour me faire du mal. Ce n'était pas eux d'ailleurs, mais c'est que ça se passait comme ça. Jusqu'à présent, hein, quand quelqu'un partage, il va donner à tout le monde sauf à moi. C'est bon. C'est le destin. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, très tôt, bon, ça me faisait mal. Tout jeune, on donne à tout le monde, sans toi, ça fait mal. Mais ça m'a permis de développer une autre personnalité. Tout de suite, je me suis dit que ce n'était pas grave, il y a quelque chose, je ne sais pas trop, mais ça m'a permis de m'émanciper. Par exemple, puisque personne ne me donnait, moi, je cherchais, mes propres moyens. Donc, alors, je suis par exemple la première personne, à part les Latif Gueye, qui vendaient des journaux dans la rue, mais des journaux de parti, il faisait ça par militantisme. J'étais la première personne à vendre des journaux à la criée au Sénégal. Parce qu'à l'époque, c'était ADP, donc les gens, ils allaient dans les kiosques. Oui, ils allaient dans les kiosques. Quand tu voulais au journal, il fallait aller à un kiosque. J'étais la première personne, et je parle sous le contrôle de ma famille, à vendre des journaux à la criée. Où ça, à Kaolack? Non, à Dakar, ici. Parce que moi, j'ai grandi ici à Dakar et j'ai fait une toute partie de ma vie à Kaolack. Okay. Donc... je vendais des journaux, bon, c'était pas bien vu de ma famille. Bon, j'ai tout fait. Je lavais des voitures comme ça, ça me rapportait. Mais moi, c'était pas mon problème. Mon problème, c'était quoi? C'était d'avoir des moyens de vivre. J'ai ouvert mon premier livre de compte d'épargne à l'âge de 14 ans. Et d'ailleurs... Est-ce que vous avez fait l'école? Si, j'étais un excellent élève, moi. Vous avez fait le bac, vous êtes allé à l'université? Non, je suis pas allé à l'université, justement. Quand je suis arrivé à un moment, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, il y avait une dualité dans ma vie. J'étais dans une famille aisée, bon, il n'y avait pas de problème. Mais de l'autre côté, j'avais ma maman, hein, j'étais son seul garçon, qui n'avait pas les moyens. Alors ça me travaillait tout le temps. Il fallait chercher de l'argent. Il fallait tout de suite que je m'émancipe, que je trouve des moyens de vivre. Non pas seulement pour moi, mais pour ma mère surtout. Parce que je savais que c'était ma responsabilité. Alors, pourquoi vous avez eu des difficultés à vous insérer, disons, dans ce corps paramilitaire, c'est-à-dire la douane, sachant que c'est un corps régi par des règles? Peut-être même la transition, à mon avis, me semble être difficile pour toi, d'autant plus que vous étiez déjà un enseignant et que par la suite, vous avez... Je n'étais pas enseignant. Vous n'étiez pas enseignant. Je suis venu de l'armée de l'air. De l'armée de l'air, voilà, justement. Alors, donc, pourquoi vous avez eu des difficultés, honnêtement, disons, à vous insérer dans ce corps régi par des règles, comme on dit? Bon, moi-même, je me suis posé des problèmes parce que il y a eu un jour un ancien directeur des enquêtes
qui est devenu un ami parce qu'on a partagé des choses et tout, et qui m'a dit un jour, écoute Badou, je crois que toi ton problème, c'est un délit d'intelligence. J'étais trop intelligent. J'ai dit mais pourquoi? Il me dit non, c'est comme ça. Les gens, ils ont des problèmes par rapport à votre propre personnalité. Donc le problème, c'est pas toi, le problème, ce sont les autres. Donc il faut que tu l'intègres et que, bon, tu encaisses des coups, tu trucs, d'accord, mais bon, il ne faut pas chercher... On sait aussi que la hiérarchie militaire en tant que telle impose, disons, d'appliquer les décisions qui sont prises. Est-ce que le fait que vous ne vouliez pas un tout petit peu appliquer ce qu'on vous demande de faire ne constitue pas, disons, une certaine défiance envers vos autorités? Je n'ai jamais, et je le dis publiquement, sûrement que beaucoup de mes anciens collègues sont en train de regarder cette émission. Je n'ai jamais eu de problème avec ma hiérarchie. Moi, de problème venant de moi, non. J'ai eu des problèmes par rapport à des gens qui ont eu à penser qu'il faut mélanger les choses en prenant un subalterne comme un moins que rien. Vous avez compris? Bon, et même ça, c'était un problème que j'avais tellement vécu que je pouvais glisser. C'était pas grave pour moi. Mais en dehors de ça, moi, j'étais un agent assidu et travailleur. C'est-à-dire, quand on me demandait, parce que simplement quoi, le job que je faisais, j'avais un niveau académique vraiment très supérieur au travail qu'on me faisait faire. Mais moi, il y avait un autre problème aussi, c'est qu'en fait quoi, j'étais préposé des douanes. Il se trouve que le préposé des douanes, on dit chez les douaniers qu'il est au départ et à la fin de l'action. Mais moi, j'étais préposé des douanes et je remplissais ces fonctions-là. C'est-à-dire que je ne laissais personne me dire ce que je dois faire. Alors, c'est le cas avec l'ancienne première dame, Madame Elisabeth Diouf, que vous évoquez dans votre livre. Vous avez osé quand même lui demander de remplir les formalités avant de prendre ses affaires au niveau de la douane. Je vais lire le paragraphe. Quelques semaines plus tard, Madame Elisabeth Diouf, épouse du président Abdou Diouf, elle avait fait venir de Corée où ils étaient allés en visite des costumes. Les conteneurs avaient été déchargés dans le magasin et Madame Diouf était venue elle-même les visiter. Quand les gardes ont voulu ouvrir, je leur ai demandé les documents. Ils n'en avaient pas. Le seul document qui valait à leurs yeux, c'était la première dame. Elle était à quelques mètres et nous regardait. Je me suis avancée vers elle et lui ai expliqué comment cela se passait. Et quand, en ouvrant les conteneurs, il était en infraction, il me demanda combien de temps cela prendrait pour faire les papiers. Je lui ai répondu qu'avec elle, cela devrait être à la vitesse de l'éclair. Elle laissa sur place les gardes du corps. 1 heure plus tard, le directeur de l'entreprise déboula avec tous les documents en me menaçant. Dans l'après-midi, quand la dame revint, même le ministre des Finances était sur place. Les autres, je ne vous dis pas. Après que je lui ai fait les formalités d'enlèvement, elle m'a appelé avant de partir et m'a donné sa carte de visite en m'invitant à passer. Alors vous êtes passé et elle vous a dit quoi? Non, je ne suis pas passé personnellement. Oui. C'est un monsieur qui travaillait avec moi. Il était le magasinier de la compagnie et il avait eu des triplés. Alors il était vraiment complètement choqué. Il n'avait pas les moyens et tout. Et il est venu, il m'a dit, mais Ndao, vraiment, bon, je voudrais voir la première dame et tout. Mais moi, de toute façon, ce n'était pas moi qui allais un jour la voir. Ça, c'est clair. Je suis mais pas dans ça. Vous avez demandé de passer? Oui, elle avait dit ça. Elle m'avait donné sa carte. Elle a dit ça. Et le monsieur, quand il m'a pas, j'ai dit, bon, non, il n'y a pas de problème. On peut bien aller la voir. Lui, il savait que j'avais la carte. Bon, je lui ai dit, bon, je ne l'ai pas. Je vais chercher dans mes trucs. Là, parce que quand même, je ne l'avais pas précisément conservé. Bon, et c'est vendredi, comme aujourd'hui, qu'on est allé. J'ai pris la carte, on est allé, on a été reçu par son directeur de cabinet et tout, qui a récupéré la carte, on l'a attendu. Et elle nous a fait un bon, puisque c'était des triplés. Oui. Donc 3 par 3 matelas, 3 trucs, 300, 3 tonnes qu'on a télé-récupéré. Mais c'est que, en fait... mais vous avez quand même donné des sueurs froides à vos supérieurs. Non, ils vous ont menacé du regard. Non, ils ont tort. Oui. Ils ont tort. Et ce n'est pas la première fois. Et ça, bon, ce n'était pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Parce qu'il y a eu d'autres incidents où, par exemple, la hiérarchie, je savais qu'il fallait beaucoup de courage. Je le disais, par exemple, aux collègues avec qui je travaillais en équipe. Je leur disais, écoutez, si vous savez que la personne avec qui vous avez affaire, vous êtes des jeunes, vous avez affaire,
il peut grimper jusqu'au 4e et que vous ne pouvez accéder qu'au rez-de-chaussée, arrêtez. Mais moi, j'en ai rien à cirer de ce qui va se passer au truc là, donc ne me suivez pas. Donc moi j'avais appris à me défendre et j'avais appris à défendre mes dossiers contre toutes les hiérarchies. Mais est-ce que là vous n'êtes pas allé trop loin en demandant par exemple à la première dame, en l'occurrence Mme Elisabeth Diouf, de suivre la réglementation? C'est vrai, est-ce qu'elle ne bénéficierait pas, disons, de privilèges par rapport à une telle situation par exemple? Mais vous, écoute, la loi douanière dit, c'est dans le code des douanes qu'elle s'applique sans égard à la qualité des personnes. Ça c'est sur le principe. Non, attendez, la loi. Quand on travaille, il y a ce qu'on appelle l'exécution du service. C'est-à-dire que si, moi, avant que la dame ne vienne, le directeur général des douanes ou les chefs étaient déjà venus avant lui, il n'y aurait pas eu cette confrontation-là. Oui. Que les gens ont appelé confrontation, mais moi, je dis non, il m'a trouvé dans mon magasin où j'exerce mes fonctions. Et personne ne peut m'empêcher d'exercer mes fonctions. C'est justement ça que je dis. Quand je disais que moi, j'occupais ma place, je laisse, même si les chefs étaient venus, pour me dire que bon, voilà, la première dame doit venir, peut-être qu'ils vont me tenir à l'écart. Ouais. D'accord, là je marche parce qu'ils ont le pouvoir. Mais moi j'étais là, j'étais avec la première dame et pour moi c'est pas la première dame. Elle vous a regardé faire et vous avez même gagné son estime. Exactement. Ouais. Et c'est pas la première dame qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est quoi? Il y a un conteneur qui est là, il y a des formalités à faire. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Maintenant, si vous estimez qu'une première dame doit avoir des privilèges, libre à vous, mais moi, je ne pense pas ainsi. Et je ne l'ai jamais accepté ainsi. Alors, vous avez aussi parlé dans le livre d'un fraudeur qui est devenu quand même un grand promoteur de lutte dans ce pays. Oui, mais attendez, ça, ce sont des petites anecdotes. C'est qui ce fraudeur? Non, je ne dirais pas qui c'est. Vous l'avez quand même écrit pour la postérité. Oui, je l'ai écrit pour la postérité, mais vous avez remarqué que dans le livre, je n'ai pas cité un seul nom. Le seul nom que j'ai cité, c'est le nom d'un ami que, comme disent les Maliens, j'ai gagné en douane. Ça s'appelle Mbor Diagne, avec qui j'ai vécu et d'excellentes choses et que je continue à avoir une amitié vraiment très sincère. Je l'ai cité. Et Boubacar Camara sûrement. Oui. Bon. Boubacar Camara, ancien directeur de la douane. Ancien directeur qui est mon promo. Très bien. Bon. Mais c'est-à-dire que ce sont des anecdotes qui peut-être il pourrait rire de ça. Oui. Comme il pourrait mal le prendre, je ne sais pas. Mais je n'ai pas pensé à si ça le ferait rire ou le contraire en écrivant cela. C'est juste une anecdote pour expliquer aux jeunes qu'en fait, bon, voilà une manière de travailler parce que ce sont des pistes d'investigation que je donne aux jeunes pour leur dire, écoutez, les gens, ils peuvent travailler de cette manière, de truc-là. Et je donne cet exemple-là. Mais bon... À l'heure de la lutte contre la pandémie, les épreuves de la vie que vous racontez dans votre ouvrage peuvent-elles inspirer les jeunes aux formes de résilience? Oui, mais il n'y a pas que la pandémie. Moi, je dis, et c'est malheureux que les autorités qui nous dirigent ne prennent pas en compte ce facteur. On est un peuple formidable. En quoi? En tout. En tout. On a, voilà le Sénégal, c'est un pays qui a toutes les ressources imaginables et inimaginables. On a tout. Et ça, je le dis, j'avais 20 ans. J'ai un ami, il me dit non, c'est pas pour ça, tu le disais. Je dis, on a toutes les ressources. On a de bonnes ressources humaines. Et on a un peuple qui malgré tout, a un fond. Et ce fond-là, moi, je l'ai découvert partout. Parce que j'ai eu la chance, comme je dis, d'avoir fait des facultés à travers mes affectations. Je suis allé dans le Sénégal des profondeurs, j'ai connu des terroirs, j'ai connu des... Donc vous étiez persécuté par l'administration douanière, vous dites? Oui, mais eux, ils avaient pensé qu'ils me persécutaient, mais en réalité, ça m'a bonifié. Vous l'avez bien vécu alors? Je l'ai bien vécu. Par exemple, quand on m'a affecté à Bakel, c'était par punition et tout. Je suis allé à Bakel, c'est le meilleur poste que j'ai fait en douane. Vous avez résisté à tout. Non, mais c'est vrai. Oui. On m'a fait deux trucs là. C'est-à-dire, bon... Alors, d'où vous tirez cette force mentale? Je ne sais même pas. Et physique même. Oui, mais bon, je ne sais même pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne connais pas le mal en tant qu'acte. C'est une chance pour moi. C'est-à-dire que vous, quand vous me faites du mal, je ne vous vois pas en chair Tidiane, mais je vois la main de Dieu derrière. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a
derrière cette action-là, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, je le dis dans le livre, quand par punition, on arrête à Bakel, on supposait que, bon, c'est vraiment l'extrême frontière. Après Bakel, c'est sûrement le Burkina ou le Mali. Ou le Mali. Mais moi, j'étais dans une situation morale ici à Dakar. J'étais jeune, je vivais. Vous voyez? J'étais dans une situation morale par rapport à laquelle, moi, je n'avais pas de solution. Oui, mais c'est cette endurance qui manque aux jeunes de maintenant. Hein. Vous l'évoquez dans le livre, c'est un bréviaire pour les jeunes, mais les jeunes ont une impatience, manque d'endurance, qui sont pressés à tout avoir sans rien faire. Bon, c'est là où je voulais arriver. C'est-à-dire que quand je parlais de peuple et tout, on a, pour venir à la jeunesse, on a une jeunesse extraordinaire. Tomber en panne de voiture, les jeunes, ils vont vous pousser. Ils vont vous dire père, ils vont vous dire mère, ils vont truquer. Mais c'est une jeunesse désabusée. C'est-à-dire c'est un trésor, comme le pétrole, comme je ne sais pas l'or qu'on a sous le sous-sol, qu'on n'exploite pas, qu'on ne raffine pas, c'est la même chose. On a une jeunesse extraordinaire, mais à laquelle on n'a donné aucune arme. Et ça a commencé dans les familles. Par exemple, nous, notre âge, moi je dis que nous sommes les premiers responsables, notre génération, on a dit aux enfants, bon, on a fait une course pour mettre des enfants dans les meilleures conditions possibles. Bon, vous allez à l'école avec des voitures, vous allez à l'école où on paye 50 000 ou 25 000, je ne sais pas quoi, à la maison vous trouvez votre... Mais il y a eu le démantèlement de la famille par la journée continue. Ça aussi c'est un coup de massue qui a éclaté les familles. Oui, les familles. Ouais, les familles. Bon, maintenant, les jeunes ils sont là, mais personne ne veut leur donner justement. Le président Wade, il a eu ça. Et il a fait le plus grand gâchis que le Sénégal ait subi. C'est le président Wade qui l'a fait en ne prenant pas cette jeunesse qui était venue s'agenouiller à ses pieds, la considérer comme un grand-père, un khalife général, un président. Ils l'ont déifié. Oui. Il n'a rien pu faire avec cette jeunesse. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je lui pardonnerai jamais. C'est pourquoi d'ailleurs vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes dans Yeoulen, un mouvement qui est très citoyen, qui est bien suivi par les jeunes, voilà, par les réseaux. Voilà, parce que moi, les jeunes, je leur parle. Oui. Je leur parle et j'agis avec eux. Là, par exemple, avant de venir ici, j'étais à la DER parce que je passe mon temps à monter des startups dans tous les domaines. Il y a des gens qui m'ont vu organiser des courses d'armes. Qui m'appellent, qui me disent, mais pardon, un kilifa comme toi qui organise des courses d'armes, les idiots. Moi, ok. Ils n'ont rien compris. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer en organisant cette course, puisqu'on l'a vu à l'image sur les réseaux sociaux, dès que le top départ est donné, comment ça s'appelle, les ânes prenaient le sens contraire. Bon, ils ont le droit. Voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer? Les ânes, ils ont leur propre personnalité. Moi, voilà, j'ai un âne que tout le monde connaît dans les réseaux qui s'appelle Gaston. On a d'excellentes relations. Sauf qu'ils n'ont pas suivi la voie indiquée. Il est plus intelligent que beaucoup de gens. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des industries qui sont là, que les gens vivent, mais de notre côté. Quand on parle de Barça et Madrid, je ne sais pas quoi là, mais c'est une industrie de loisirs, du divertissement. Mais au Sénégal aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise de loisirs. Donc moi j'ai dit, écoutez, j'ai monté ce qu'on appelle des comités locaux d'organisation pour dire aux jeunes, écoutez, je vous fais des startups, vous êtes dans une localité, mais vous faites un truc, course d'âne, course de ça, course de truc, machin et tout. C'est des choses que tu organises avec 20 000 francs, ou même moins. Il y a des ânes, il y a des trucs, machin et tout. Et puis vous prenez le pack et vous le faites. J'ai proposé ça aux jeunes du lac, j'ai fait ça au bord de la Rose, j'ai fait ça à Louga, à Kaolack. C'était des startups. Parce que c'est des startups de loisirs. C'était de petites entreprises que je mettais à leur disposition. Bon, ils n'ont pas suivi. Là, je suis dans l'agriculture parce que moi, j'habite dans mon champ. Oui. Au moment où je vous parle, j'habite dans mon champ. Que j'ai au Lac Rose, que j'ai transformé en un centre d'apprentissage au métier de la ferme. Je fais venir des jeunes de terroir, ils sont 5 à peu près. Là, ça paraît beaucoup plus intéressant que la course d'âne que vous avez organisée. Mais le divertissement, c'est la 4e industrie du monde, mon cher. Et l'agriculture est aussi également un pilier dans le plan Sénégal émergent. C'est juste ce que je suis en train de Ok, très bien. Maintenant quoi? Je prends les jeunes, je les mets dans des trucs, je fais l'apprentissage production.
apprentissage production. Et j'essaie de leur chercher des financements à la DER. Ils ont un 600 000 francs qui leur permet d'acheter le matériel, de trucs, d'avoir une bourse. Est-ce que ces jeunes se sont appropriés ces programmes? Ils vont le faire. Parce que quand j'en finis avec eux, ils rentrent chez eux, ils continuent ce qu'ils faisaient. Et on le fait dans tous les domaines. C'est une sorte de laboratoire, quoi. Voilà, et puis on le fait chaque jour. Et avec ça, nous, on fait pas de l'opposition. Mais est-ce que l'État vous aide? Est-ce que vous avez des partenaires? On n'a pas besoin de l'aide de l'État. Au contraire, c'est nous qui aidons l'État. Parce que je vais vous dire une chose. Dans la création d'emplois. Mais oui, quand le président Macky Sall dit, lui, il dit, bon, des emplois pour les jeunes. Nous, à Yeewu Leen, on a une politique avec lui. Nous, on n'est pas dans l'opposition. Oui, non. Nous, on est dans la proposition, concrètement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un projet. On lui dit, écoutez, monsieur le président, vous dites que, bon, par exemple, voilà, le terre là, c'est 572 milliards. Nous, on va voir les cheminots, on leur dit, faites-nous un terre qui est lié à notre développement, qui part de Dakar, qui va à Touba, qui va à Linguère, qui va à Ranérou, de Ranérou à Tamba et qui va à... Combien ça va nous coûter? Il nous faut un terre qui nous coûte moins de 300 milliards, avec du matériel complètement sénégalais. Nous, on prend tout le projet et on lui donne. C'est nous que nous avons l'expertise pour avoir tout ce matériel. Mais si, on a toutes les expertises. C'est justement ce que je voulais dire. Le Sénégal a un génie. Absolument. Et c'est ce génie sénégalais-là que personne ne veut exacerber. C'est ça mon propos. Alors, Ndao Bardou, le médiateur, le héros, l'intellectuel, comment est-ce que vous vous définissez pour terminer très rapidement? Non. Le héros, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'éditeur. Oui. Moi, j'avais dit les aventures d'un douanier. C'est lui qui l'a vu et qui a dit non. Le héros sans médaille. Oui, bon, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Moi, je me sens pas un héros. Je suis un homme vraiment terre à terre.